après-midi tout le monde. Et ça nous fait grand plaisir d'accueillir Mariana à ce séminaire de recherche qui va témoigner de ses travaux, de son programme de doctorat en éducation, mais axé davantage sur la didactique des sciences. Oui. Et comme la thèse a été soutenue tout récemment, c'était au mois de septembre, le 27 septembre. 27 septembre, en même temps qu'on avait la grande marche dans les rues de Montréal. C'est une date qu'on ne pourra pas oublier, Mariana. Donc, tu as soutenu et, avec grand succès. Et puis ensuite, tu es revenue nous voir pour tenter de donner suite à ta recherche dans des écrits, des articles, et pour nous la communiquer, puisque tu étais venu passer quelques mois ici, au moment où tu as terminé la rédaction. Oui. Alors, ça nous fait vraiment plaisir d'entendre parler de ta recherche telle que tu l'as présentée dans ta thèse de doctorat à l'université. Donc, oui, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et bon, je m'appelle Marilena Tambelin Faustino et je vais présenter ma recherche de doctorat. Le titre en français, c'est Médias et éducation relative à l'environnement dans la formation continue des enseignants, mobilisation des savoirs et de la conscience critique. Donc, c'était une thèse de doctorat que j'ai faite dans les programmes de 2e et 3e cycle entre unité en enseignement de sciences de l'Université de São Paulo au Brésil. Ma directrice de thèse, c'était la professeure Rosana Louro Ferreira Silva. Et aussi, j'ai fait maintenant un stage à l'UQAM sous la supervision de la professeure Lucie Sauvé. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai fait pendant 6 mois, l'année passée, un autre stage pendant mon temps de doctorat au centre aussi. Bon, on continue. Pour parler un petit peu de l'introduction et du contexte de recherche, j'ai mis ici les 2 questions de recherche. C'est comment, en formation continue des enseignants, en éducation relative à l'environnement et en éducation aux médias, peut-elle contribuer à la construction et reconstruction des savoirs des enseignants? Et un deuxième, quelles manifestations de la conscience critique des enseignants ont été observées au cours de toute une formation? Pour répondre à ça, on a planifié développer 5 ateliers de formation continue des enseignants qui sont passés. Ils ont été développés entre les ans de 2016 et 2017. À chaque atelier, il y avait environ 30 enseignants du secondaire. Et chaque atelier aussi, c'était 4 heures de duration. Les thématiques, on a travaillé l'éducation relative à l'environnement et l'éducation aux médias. Et tous ces 5 ateliers sont possibles en fait à cause d'une association avec le Conseil d'éducation d'État de São Paulo, la région l'Est. Et c'est comme un comité scolaire ici, commission scolaire de Montréal. Quelques institutions pareilles. J'ai mis des photos de des ateliers avec les enseignants, les présentations, tout ça. Ici, je vais montrer 4 objectifs spécifiques, comme j'ai déjà présenté en partie de ma thèse au début de cette année, en janvier. Je ne veux pas répéter les mêmes objectifs, je ne veux pas répéter les mêmes résultats. Donc, oui, les 4 que je vais présenter aujourd'hui, elles sont caractériser les discussions entre les enseignants lors d'une pratique de lecture critique des médias. Je vais parler un peu plus après, qu'est-ce que ça veut dire en pratique de lecture critique, et en particulier au regard du champ d'éducation relative à l'environnement. Critique, la courant critique, c'est le courant qu'on adopte dans les groupes de recherche que j'ai travaillé tous ces 4 ans de doctorat. Et aussi, le deuxième, identifier et caractériser
les pratiques des enseignants quant à l'utilisation des médias et l'éducation relative à l'environnement dans les écoles. Donc les enseignants ont développé une pratique d'éducation relative à l'environnement et aussi ont utilisé des médias dans les cours, et en particulier au regard des fondements d'éducation relative à l'environnement et d'éducation aux médias. Les troisièmes, on va travailler avec le concept de savoir enseignant. Donc on va vérifier, identifier et caractériser les savoirs des enseignants qui sont mobilisés pendant tout le processus et aussi repérer dans quel moment de la formation que cette mobilisation a été renforcée. Et aussi identifier et caractériser les manifestations, les prises de conscience critiques des enseignants au cours de tout ce processus. Ce sont les 4 objectifs spécifiques de ma recherche. D'une façon plus résumée, un peu des cadres théoriques, j'ai travaillé avec la pédagogie libertaire de Paulo Freire. J'utilise beaucoup dans ma recherche les concepts de conscience naïve, conscience critique. Et cet auteur va dire que le passage d'une conscience critique d'une conscience naïve, à une conscience critique, ça va passer quand un sujet se découvre dans l'environnement, dans le milieu qu'il habite, quand il peut s'approprier de la réalité historique et il va percevoir que c'est possible de transformer la réalité, qui c'est dur et peut être aussi oppressif. Un autre fondement de ma recherche, c'est le savoir enseignant. Et j'utilisais les références des tardifs. La temporalité des savoirs, donc cet auteur va dire qu'il y a différents moments dans la vie d'un enseignant les enseignants vont donc construire les savoirs enseignants. L'histoire de vie, les expériences scolaires, les premières années d'études en pratique et aussi au cours de toute une carrière. Les savoirs de l'expérience professionnelle ne proviennent pas des institutions de formation ou des programmes. En fait, ils sont construits avec le temps. Ils sont avec ce type de savoir que les enseignants vont interpréter, comprendre et guider leur pratique quotidienne. Oui, je suis ici dans un centre d'éducation relative à l'environnement parce que oui, je travaille aussi avec l'éducation relative à l'environnement. Et ici, j'ai mis une typologie de conception de ma directrice, de Rosana Silva, mais toujours dans notre groupe de recherche, on utilise beaucoup les références du centre, je les sauver pour construire notre recherche. Et Rosana a aussi utilisé ces références pour construire, dans la thèse de doctorat, cette typologie. Et bon, ici, il y a 3 conceptions d'éducation relative à l'environnement. La conception conservatrice, c'est un peu plus naïve. On va trouver des activités, par exemple, dans cette conception, plus esthétiques, de conservation de la nature. Il ne va pas avoir beaucoup de discussions sur des enjeux plus profonds d'éducation relative à l'environnement, comme des questions d'économie, de politique. Aussi, la conception pragmatique sont des activités qui, normalement, c'est commun de connaître, de voir ce type d'activité à l'école. Par exemple, moi, au contexte brésilien, il va y avoir toujours un sens très fort d'anthropocentrisme. La résolution des problèmes, c'est un produit final de cette activité. Et la troisième, la conception critique, qui, oui, ici, on va essayer de toujours discuter les problématiques plus profondes, on va essayer de voir les résolutions des problèmes comme un thème de génération, de discussion. On va toujours penser aussi dans la participation des gens, de la société. Je sais que c'est, pour parler très petit de cette conception, ça peut être un peu réductionniste, mais il y a toujours aussi un sens que
ça ne finit pas, ils sont encore un peu mélangés. Il y a des parties qui peuvent être, en pratique, peuvent avoir des éléments de différents types de conceptions, de typologie, des conceptions, désolé. Okay? Dans l'éducation relative à l'environnement critique, on utilise aussi un autre auteur brésilien, Carvalho. Il va dire que c'est toujours intéressant et important de penser, quand on pense en planifier en pratique d'éducation relative à l'environnement, d'ajouter les trois dimensions de la pratique éducative, les connaissances, les valeurs et les façons d'agir ou la participation. Donc j'ai mis ces schémas ici justement pour souvenir que oui, j'utilise ces références et je vais aussi parler sur les trois dimensions dans la pratique des lectures critiques des médias. Enfin, les références que j'utilise d'éducation aux médias, j'ai mis ici 4 catégories de Klosterman, Sadler et Brown. Ces auteurs ont dit qu'il y a 4 façons d'utiliser un média à l'école. Un enseignant, par exemple, avec les élèves, peut accéder à un média, par exemple, pour introduire un contenu, ou sinon pour illustrer un contenu scientifique qu'il veut travailler. Il y a aussi l'analyse. L'analyse, on commence à voir des choses particulières de la média, déterminer l'auteur de la média, les publics cibles, les intentions. Si on continue, on peut faire une évaluation. Donc, c'est juger les valeurs de la source en termes d'exactitude, de crédibilité. On va comparer de différentes sources des médias. Et quand je parle médias, la dernière façon d'utiliser un média, c'est la création. Donc, création des médias imprimés, audiovisuels ou en format digital. Dans ma recherche aussi, on utilise le terme lecture critique. Donc, une activité de lecture critique des médias va être les 3 premiers ensemble, l'accès, l'analyse et l'évaluation du média. Ça, on va appeler de lecture critique. Ça va? Pour finir, les cadres théoriques, donc, j'ai mis ici ces structures qui sont connectées, sont les 3 champs, champs que je travaille, la pédagogie libertaire, l'éducation relative à l'environnement critique et l'éducation aux médias. Ils sont tous liés, en fait, parce qu'au fond, les objectifs de ces 3 domaines, de ces 3 champs, ils veulent de l'autonomisation des sujets, la conscience critique, l'engagement et participation des sujets, les sujets moins naïfs et même l'émancipation. Donc, ce sont les approximations et affinités. Bon, on continue pour la méthodologie de ma recherche. Ma recherche avait une approche qualitative. C'était une recherche-intervention. Et dans les différents types de recherche-intervention, on a trouvé ces auteurs de Cherineto qui va expliquer un peu plus les différents types et sur la recherche d'application. Donc j'ai mis ici un petit extrait qui va dire qu'une telle recherche implique la mise en œuvre d'un dispositif ou d'un processus en vue de saisir les possibilités et les limites de ce qui est expérimenté ou testé au cours de l'intervention. C'est ça qu'on a trouvé ma directrice, moi, quand on a étudié ma recherche, on a vu que les recherches d'application, c'est plus lié avec ce qu'on a exactement aimerait faire. Et toutes les données qui sont enregistrées au cours des 5 ateliers, on a fait une analyse des contenus de Bardin, avec des catégories a priori et a posteriori. Oui. Non. Bon, ici au tableau 1, je montre seulement des données que j'ai analysées et que je vais présenter dans cette présentation. Donc, il y avait des documents écrits, sont des rapports, des expériences individuelles, sont 5. Donc, 5 enseignants ont construit pendant les cours, les processus de formation, un rapport où ils ont raconté en pratique d'éducation relative à l'environnement qui ont utilisé aussi des médias. Il y avait aussi des rapports réflexifs individuels
Donc les 27 enseignants qui étaient présents dans le dernier atelier ont écrit aussi en réflexion sur tout le processus, sur l'utilisation des médias, sur l'éducation relative à l'environnement, et ces données on a analysées. Après les enseignants ont écrit, après ces moments, il y avait une discussion sur ces rapports, et où les enseignants qui étaient à l'aise de raconter, de dire qu'est-ce qu'ils sont, les réflexions qu'ils ont, eux, il y avait aussi cette discussion. Et pour finir, les matériaux audio, il y a aussi l'activité de lecture critique des médias, comme je disais. On a fait une activité, on a enregistré toutes les discussions. Et ça s'est passé dans les premiers ateliers de formation continue des enseignants. Ok, je pense que s'il y a quelques minutes après, je peux, ou sinon, tu peux demander quelque chose. On commence maintenant avec les résultats et discussions de ma thèse. Et je vais montrer, ici j'ai mis les objectifs et je vais montrer les résultats en faisant une liaison avec les objectifs. Donc le premier objectif c'était sur les pratiques de lecture critique des médias. L'activité. Tous les enseignants ont écouté un média brésilien qui s'appelle O Brasil é Bicho. C'est une vidéo, environ 5-6 minutes, sur la biodiversité. Cette émission a passé dans une chaîne plus populaire au Brésil, les chaînes 5 Globo, et dans un programme au dimanche soir. C'est un programme pour toute la famille. C'est très populaire. Oui, et on a aussi, donc ça y est, après voir la média, on a donné un document pour tous les enseignants avec des questions pour directionner un peu la discussion. Et on a essayé de faire une lecture critique, l'analyse et l'évaluation de cette média. Et aussi on avait intérêt de montrer aux enseignants pour demander si c'est possible de reconnaître les 3 dimensions de la pratique éducative dans cette média, les connaissances, les valeurs et les façons d'agir. S'il y avait des éléments dans la média de ces 3 dimensions de pratique éducative. Bon, de tout, qu'est-ce qu'on a vu? De toute la discussion, on a fait une transcription de cette discussion. Et tous les pourcentages que je montre ici, c'est le pourcentage du matériel écrit. Ok? Donc, oui, c'est les catégories et sous-catégories d'analyse, l'importance relative de tous les contenus des échanges lors d'une discussion avec les enseignants sur les vidéos que j'ai dit, Brasil au bicho. Donc, on a vu que les enseignants ont parlé sur l'utilisation de la vidéo, comment, par exemple, des exemples, comment ils ont pensé en utiliser la vidéo à l'école, les objectifs pédagogiques, pour quel objectif ils auraient utilisé cette média, et les rôles des enseignants. Quel est le rôle d'un enseignant qui veut utiliser les médias dans un cours d'éducation relative, dans un moment, une activité d'éducation relative à l'environnement à l'école. Ils ont parlé aussi sur les critiques envers les vidéos. Donc c'était clair qu'ils ont parlé sur la non-neutralité de la vidéo, ça a été évident, et aussi les dimensions de la pratique éducative. Donc à ce moment, ils ont dit, ah oui, il avait des connaissances, il avait un grand contenu des valeurs, en fait, mais il n'avait pas beaucoup d'éléments de participation dans les vidéos. Donc oui, et après, on a vu que presque 60% de toute la discussion, c'était dans la catégorie qu'on appelle des extrapolations. L'extrapolation, c'est des sujets qui n'étaient pas évidents pour la média. La média n'a pas parlé sur ces sujets, mais la discussion avec tous les enseignants, ces sujets sont aperçus. Émergés. Quoi? Oui, ils sont émergés. Donc, oui, ils ont fait des références à d'autres médias. Donc, un enseignant a dit, par exemple, quand je travaille avec les thématiques de recyclage, j'utilise l'animation Wall-E. Donc,
c'est ça, c'est d'autres médias que les enseignants ont mis des exemples. Il y avait aussi une discussion sur l'éthique professionnelle, et ça n'était pas dans les vidéos. Il y avait une grande discussion sur les critiques du système. Donc les enseignants ont parlé sur les consommations, sur les questions métro, boulot, dodo, et pour acheter, qu'on devrait finir ces façons de penser. Et aussi, ils ont parlé beaucoup sur les références au contexte local. Donc, toujours quand un enseignant commençait à parler sur une thématique, mes élèves, parce que oui, dans ma école, où je donne mon cours, c'est comme ça. Donc, il avait ce type de contenu aussi. Et pour finir, il y avait aussi les interventions de l'animatrice. C'était une activité avec une médiation. Donc, il y avait des moments que l'animatrice a fait des propositions, des provocations, a fait des questions aux enseignants. Et ça a été très évident. Et il y avait aussi des moments que l'animatrice a demandé pour des descriptions. Qu'est-ce que vous avez vu au début de la vidéo? Et l'enseignant va, j'ai vu un enseignant faisant ça. C'était seulement des descriptions. Il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas d'autre chose. C'est pour ça qu'il y a aussi cette catégorie. OK? Donc, pour illustrer un peu plus ça, j'ai mis deux extraits de unités d'analyse. Donc, l'enseignant 1 a dit: la vidéo a apporté un élément intéressant, à savoir la question de la préservation de la biodiversité par le secteur privé, alors que le secteur public la néglige. Après, l'enseignant 2 a dit: étant donné le contexte actuel dans lequel nous vivons, dans lequel ils veulent tout privatiser, il semble qu'ils discutent de la nécessité de permettre la privatisation, car c'est la meilleure chose à faire. Donc ici, ces parties-là, c'est dans les catégories de la non-neutralité de la vidéo. On commence à percevoir que peut-être il y a un message dans cette vidéo. Et la deuxième, pour l'étudiant, ces questions sont très lointaines. L'Amazonie, plantation de soya, ils pensent: je n'y suis pas du tout. Ils ne comprennent pas que cela peut causer l'avenir. Regarde son quartier. Il est inséré là où il n'y a pas de végétation. C'est ce qui est normal. Donc, oui, c'est parti bien de la extrapolation des contextes locaux des enseignants. Okay. De façon donc plus générique, on peut dire qu'on souligne la richesse de la catégorie extrapolation. Parce que quand on a prévu, on a pensé en faire cette activité, moi, ma directrice, on a pensé, on va faire une activité d'analyse critique d'un média. Et au fond, presque 60% de toute la discussion était dans une extrapolation. C'est plus que la média apporte, en fait. Et c'était dans ce moment qu'il y avait une grande mobilisation de connaissances, d'expériences, des histoires de vie et des savoirs des enseignants. Et aussi, il y avait une appropriation et resignification individuelle et collective des médias. Parce que oui, un enseignant a vu la média, il a commencé à dire quelque chose, mais le discours de cet enseignant, par exemple, cet enseignant, a fait qu'avec l'autre enseignant, a pensé et a discuté. Donc, il y avait toujours une dynamique collective de discussion. Et j'ai mis ici un extrait de Tardif qui dit que les enseignants prennent conscience de leurs propres savoirs provenant de l'expérience, à condition qu'ils soient motivés à partager pendant la formation et à partir de là, ils commencent à jouer le rôle de formateur. Donc oui, on a essayé pendant tous les processus de formation, pendant les 5 ateliers, avoir cette conception de formation horizontale. Et c'est aussi lié avec la pédagogie libertaire de Paulo Freire. Donc, il avait un formateur, une formatrice, et il avait les enseignants, mais là, tout le monde a appris et a enseigné de façon ensemble.
L'activité de lecture critique, donc, il a montré aussi, avec les discussions des enseignants, que c'est très réductionniste essayer d'indiquer une unique conception d'éducation relative à l'environnement à chaque enseignant. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est en fait un mélange. Les enseignants ont aussi des conceptions, il y a des fois plus critiques et d'autres fois plus conservatrices. C'était comme ça. Les enseignants ont identifié des prises de position partiales dans la média, comme j'ai montré. Et il faut toujours prendre attention et il faut prendre en compte que le contexte spatial et temporel va aussi influencer. L'activité elle est très liée avec ces deux contextes. Donc on a fait cette activité au São Paulo dans les années de 2016 avec les enseignants qui étaient là. Aujourd'hui, ça sera tellement différent. Oui, pour finir, l'activité elle a montré un grand potentiel de promotion des trois champs de pédagogie libertaire, d'éducation relative à l'environnement, critique et d'éducation aux médias. Ok? Le deuxième objectif, les pratiques, en fait, ici je montre des rapports, les résultats qui sont venus des rapports d'expérience. Les 5 enseignants, et les noms, c'est un nom pas réel, mais les Flora, Ana, Esther, Cléo et Bia sont les 5 enseignants qui ont construit une activité d'éducation relative à l'environnement à l'école en utilisant différents types de médias. Pour montrer plus, ici il y a un tableau, les 5 rapports, les différents types de médias qu'elles ont utilisés, les rapports par exemple du journal, les Pixton et Padlet sont des applications digitales, diaporamas, vidéo et photographie. On a vu aussi avec les 4 catégories des Cluster Sadler Brown quelle était l'utilisation, les façons d'utiliser la média. On a aussi vu des éléments d'éducation relative à l'environnement dans toute l'activité, la pratique. Et on a vu aussi, on a essayé de trouver des éléments des conceptions d'éducation relative à l'environnement. Je pense que je peux expliquer mieux avec ces images. Ici en bas, on a les 3 conceptions d'éducation relative à l'environnement. La conservatrice, la pragmatique et la critique. À côté, on a l'utilisation des médias, donc accès, analyse, évaluation et création. Ces 3 enseignants, Ana, Cléo et Bia, dans la pratique d'éducation relative à l'environnement, elles ont utilisé la média pour accéder, pour faire un accès. Seulement pour, par exemple, illustrer un contenu, pour commencer à parler sur un contenu. Esther, elle a fait une évaluation c'est encore simple les deux. Elle a fait une évaluation des médias, elle a comparé 2 sources de médias et on discuté avec les élèves quelle était la source plus complète, d'où vient les matériels, les contenus qui étaient là au rapport du journal. Et aussi, elle a demandé aux élèves de créer un média digital. Donc, Esther a fait les deux, en évaluation et en création. Et Flora, elle a demandé aux élèves de créer aussi un média digital. Bon, à côté, ici, des conceptions d'éducation relative à l'environnement, seulement Ana, qu'on n'a pas vu des éléments d'une conception plus critique. Toute l'activité qu'on a fait avec plus des éléments pragmatiques. Mais tous les autres, Bia, Cléo, Esther et Flora, oui, il y avait des éléments critiques dans l'activité. Bia et Flora, tous les éléments d'éducation relative à l'environnement critique n'étaient pas liés avec l'utilisation des médias. Donc, si on regarde les activités, il n'y avait pas l'utilisation des médias, ces 2 pratiques, il a continué à avoir des caractéristiques, des éléments critiques. Par exemple, Bia,
elle a invité toute la communauté scolaire pour participer dans la présentation des élèves, pour faire un grand mouvement pendant la fin de semaine à l'école. Mais les hystériflora, si on ne regarde pas l'utilisation, s'il n'y avait pas l'utilisation des médias dans ces deux pratiques étaient en fait seulement des éléments pragmatiques. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que quand l'utilisation des médias dans les pratiques d'éducation relative à l'environnement dépasse la scène, par exemple quand il y a une évaluation ou une création, une telle utilisation est susceptible d'ajouter des éléments critiques aux pratiques qui sont essentiellement pragmatiques. Et pourquoi ça? Parce que l'évaluation, la création sont des pratiques qui, c'est naturel avoir les questionnements, l'émancipation, les participations. Et ce type de pratiques qu'on fait à l'école, il peut donc ajouter des éléments critiques même à une activité d'éducation relative à l'environnement. Ok? Je pense que c'est la partie peut-être plus complexe d'expliquer. Je ne sais pas si c'était bien expliqué. Enfin, bon, je peux essayer d'expliquer mieux. Et pour finir, le dernier, je vais travailler avec les deux ensemble, l'objectif sur les savoirs des enseignants et l'objectif sur les consciences critiques. Ici, c'est les moments de la formation où les enseignants ont écrit les rapports réflexifs. J'ai mis 3 extraits des enseignants pour voir les différents types de savoirs qui sont mobilisés au cours de toute la formation. Donc, oui, un enseignant dit, dans ma formation, qui est la géographie, il est très important que les étudiants comprennent leur interaction avec l'environnement. L'homme doit sentir qu'il fait partie de cela. Donc, si c'est clair qu'il a dit qu'il a pris sa formation de géographie, il a apporté ses discours en formation. Il a dit, c'est clair, que la géographie, c'est un savoir disciplinaire. Je me rends aussi compte de l'existence des maîtres qui ont traversé ma vie et laissé leurs marques pragmatiques et conservatrices. Je pense que pour atteindre mon objectif en tant que professionnel, je dois revoir ma pratique. Donc, elle a dit, c'est un enseignant, elle a dit sur les expériences scolaires. Qu'est-ce qu'elle a appris quand elle était un enfant, un adolescent. Et ça encore, il y a là, ces savoirs sont encore là, avec la personnalité, l'identité professionnelle. Et le troisième, je crois que l'éducation relative à l'environnement a toujours fait partie de mon identité. Car quand j'étais un enfant, j'utilisais des pots de yaourt pour planter. Donc, un autre enseignant qui dit les choses sur un savoir qui vient de l'histoire de vie, des moments des enfances. De l'enfance. Donc, concernant les savoirs des enseignants, on a vu, donc oui, il y avait des différents savoirs reliés à l'histoire de vie, disciplinaire, expérience scolaire, formation professionnelle et expérience professionnelle. On a vu aussi qu'il avait une grande difficulté de rompre avec les pratiques pédagogiques déjà établies, parce que comme on a vu les diaporamas avant, il y a des savoirs qui viennent de l'enfance, il y a des savoirs qui viennent des expériences scolaires. Il fait longtemps que les enseignants ont construit ce type de savoir. Et aussi, la mobilisation des savoirs était plus grande dans les moments de la formation qui ont permis l'échange des expériences et la participation des enseignants, comme par exemple la pratique de lecture critique des médias et aussi la discussion après les moments d'écrire les rapports. Ils ont discuté et oui, dans ce moment de discussion, il y avait une grande mobilisation du savoir des enseignants. J'adore ces parties-là, ces extraits des professeurs, des enseignants Flora. Elle a dit, une autre chose que je voulais commenter, c'est que j'ai 28 ans de pratique, non? Je ne me considère pas encore comme un enseignant critique,
en ce qui concerne l'éducation relative à l'environnement. Mais bien sûr que si vous étiez éduqué de manière traditionnelle, imaginez-moi, à l'époque de la dictature, j'étais en classe et aucun enseignant n'a jamais dit que je vivais sous la dictature. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la première chose qu'on peut voir, c'est l'inachèvement de l'être, un concept de Paulo Freire. Paulo Freire va dire donc que c'est tellement important de toujours qu'on se trouve incomplet. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, inachevé et conscience de l'être, curieux et désireux d'apprendre, nous exercerons notre capacité d'apprendre et d'enseigner de plus en plus comme sujet et non de purs objets d'un processus global qui nous aliène. Oui, comme j'ai dit au début de ma présentation, Paulo Freire va toujours dire que c'est important de donner pouvoir aux élèves, de donner des conditions, des façons, parce qu'ils doivent se percevoir dans les ambiances, les milieux qu'ils habitent. Et pour, après ça, commencer à voir les mondes et les conditions, les façons de transformer cette réalité qui peut être dure, peut être opprimée. Un autre extrait, j'ai réalisé que dans ma pratique, il y avait un très fort sens de la conception conservatrice de l'éducation relative à l'environnement, qui deviennent parfois pragmatiques. Et il y a encore beaucoup de chemins à parcourir dans l'éducation relative à l'environnement critique. Donc oui, comme on a dit aussi, c'est difficile la rupture avec les pratiques de sens commun. Et j'ai mis un extrait du travail de Sauvé qui dit que l'éducation à l'éco-citoyenneté nous invite à déconstruire les idées reçues, les lieux communs, les dogmes, les clichés. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de voir que les enseignants peuvent aussi penser qu'ils sont encore inachevés. Parce que quand ils sont comme ça, c'est toujours, à chaque journée, c'est une journée pour apprendre. Et nous avons également observé que les enseignants, avec tous les processus de formation et après pour écrire les rapports réflexifs, ont pris de conscience de la partialité des discours. On a vu ça à l'activité de lecture critique, mais on a vu aussi pendant d'autres moments de la formation. Et aussi, il y avait une prise de conscience de leur propre pratique. Donc, quand les enseignants disent « Ah, dans ma pratique, elle est encore conservatrice, il y a des chemins, c'est difficile de faire des éléments, d'inclure des éléments critiques à la pratique de l'éducation relative à l'environnement. » Donc, il y avait une grande réflexion sur les propres pratiques pédagogiques. Pour la considération finale, quelques connaissances construites. Donc, nous avons confirmé les avantages d'inclure l'éducation relative à l'environnement et l'éducation aux médias dans la formation continue. Une formation continue qui avait aussi en perspective de pédagogie libertaire de Paulo Freire. La lecture critique des médias peut donc ajouter des éléments critiques aux pratiques d'éducation relative à l'environnement. Et aussi, on va renforcer, on va dire que l'établi por Altarujo, c'est un acteur brésilien aussi, l'importance d'avoir des moments dans la formation de discussion, de réflexion et de partage, d'échanges entre les enseignants. On peut dire que c'est un caractère novateur de cette recherche, au moins en contexte brésilien. On renforce l'importance du rapprochement entre l'université et l'école. Cette formation continue a été développée à cause d'une nouvelle association entre l'université et un bureau d'éducation publique de l'État de São Paulo. Et c'est important aussi de dire que cet bureau d'éducation publique, c'est dans une région très lointaine du centre-ville. Et les enseignants qui habitent là
n'ont pas beaucoup des opportunités de formation continue. Comme par exemple, les autres qui peuvent être plus proches du centre-ville, plus d'opportunités, qui ont naturellement plus d'opportunités. Et aussi l'importance du rapport d'expérience, parce que les 5 enseignants qui ont écrit des rapports d'expérience, on a après on a réuni tous ces 5 rapports et on a fait un grand rapport d'expérience qui a été présenté dans un colloque scientifique. Donc pour ces enseignants, dans les rapports, par exemple, réfléchis, elles ont rencontré comme wow, c'était vraiment un moment de valorisation professionnelle. Avoir une pratique que j'ai fait à l'école, publier dans un événement scientifique. Quelques perspectives, il y a plusieurs, mais il y a une grande richesse de rapports réflexifs, des réflexions critiques. Donc, on a vu dans cette recherche, on a vu qu'est-ce qu'il était écrit sur l'utilisation des médias, sur l'éducation relative à l'environnement, mais je sais qu'il y a une grande richesse encore pour plus analyser ces données. C'est important de penser à réaliser d'autres activités de lecture critique des médias dans d'autres contextes aussi. Moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup sur le domaine des fausses nouvelles parce que je sais que les enseignants et les élèves ils trouvent des informations en ligne et des fois peuvent trouver des informations qui sont vraies, mais aussi des informations qui ne sont pas vraies. Et c'est important donc de donner des pouvoirs pour les enseignants parce qu'ils puissent travailler ces thématiques à l'école. Et aussi, une autre thématique qui pour moi c'est intéressant sont les stratégies d'éducation relative à l'environnement partout, au Brésil, qu'on commence à perdre un peu, on commence à voir, on avait un grand moment de grandes mobilisations politiques pour l'éducation relative à l'environnement. Et maintenant, après avec ces gouvernements, on perd un peu de choses, mais on travaille plus pour essayer de maintenir. Et aussi, ici au Québec, je sais que ça vient de sortir une stratégie, donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Bon, j'ai mis toutes les références que j'ai utilisées dans cette présentation. Par finir, j'ai mis un extrait de Paulo Freire, c'est en portugais, parce que c'était difficile de faire une traduction. Mais il nous invite à être humble avec les connaissances, avec les choses qu'on pense, qu'on sait, et aussi avoir toujours la doute, douter des choses qu'on pense qu'on sait peut-être. Ça peut être différent. Ok? Et bon, je vous remercie beaucoup tout le monde qui est présent ici. Merci. Merci professeur à notre fois. C'est une grande expérience d'être ici à notre fois. Ma professeure Rosana Silva, ma directrice de la thèse. Tous les enseignants qui ont participé des formations continues. GPA, c'est mon groupe de recherche, donc tous mes amis, mes collègues du Brésil qui sont là, qui font maintenant, qui travaillent sur les thèses, les mémoires, les maîtrises. Centraire, merci beaucoup tout le monde, mes amis. Les institutions qui m'ont donné les bourses pour les bourses de doctorat au Brésil, la bourse que je suis venue la première fois à Montréal, l'Université de São Paulo et mon programme de 2e, 3e cycle. Oui, merci beaucoup.